Oui. Alors, il y a un nombre de plus en plus important de données maintenant qui ont lié la diversité du microbiote digestif avec le devenir des patients après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. C'est essentiellement basé sur les travaux pionniers des équipes du professeur Palmer et du professeur Van den Brink au Memorial Sloan Kettering à New York, avec des premières études dès 2012 qui associaient certaines bactéries avec la survie globale des patients. Et ces données ont ensuite également été confirmées par l'équipe des professeurs Holler en Allemagne, qui retrouvait également un lien entre certaines bactéries et le risque de mortalité. Certaines bactéries telles que les lactospéricytes étaient associées à une diminution de la mortalité, tandis que d'autres, et notamment les entérocoques, étaient associées à une augmentation de la mortalité. Par la suite, ils ont analysé ça plus en détail et ils se sont rendus compte qu'il y avait essentiellement un lien avec les risques de complications infectieuses qui étaient attendus, mais également un lien avec la GVH et notamment avec la mortalité liée à la GVH. Et il y a également des données qui suggèrent un lien avec la rechute. Donc, on va voir un petit peu ces données plus dans le détail. J'aime beaucoup cette diapositive parce qu'elle souligne bien un petit peu quelle est l'évolution du microbiote au cours d'une allogreffe. Donc, en fait, comment est-ce qu'on évalue le microbiote à différents index de diversité et notamment l'index de Simpson qui permet d'évaluer la variabilité de cette diversité, notamment la perte de diversité du microbiote. Et ici, on voit qu'il y a une diminution de la diversité du microbiote au cours de l'allogreffe. Excusez-moi, j'ai perdu la souris. Il y a une diminution de la diversité du microbiote chez les patients qui vont recevoir leur chimiothérapie intensive, avec une diversité qui va être vraiment faible chez un nombre significatif de patients. Et en même temps, les patients vont recevoir énormément d'antibiotiques. Les patients reçoivent en médiane 2 voire 3 antibiotiques, avec notamment des antibiotiques anti-anaérobie. Et alors que le patient sort d'aplasie et récupère une hématopoïèse, la diversité du microbiote va rester très faible et jusqu'à J100, il garde un microbiote avec une diversité qui est diminuée par rapport à la normale. Et clairement, quand on regarde la diversité du microbiote au moment de la sortie d'aplasie du patient, aux alentours de J15, et qu'on va classifier en fonction d'une diversité faible, intermédiaire ou haute, on voit que les patients avec une diversité faible ont une survie globale qui est plus faible et une mortalité non liée à la rechute qui est plus élevée. Donc ça, c'était une étude seulement sur 80 patients. Donc on peut dire oui, c'est monocentrique, 80 patients, faible effectif. Donc ils ont réalisé une étude de confirmation. Donc ils ont mis beaucoup de temps à la faire, hein, mais ils ont inclus plus de 1000 patients sur différents continents, parce qu'il y a des patients dans cette étude qui ont été traités aux États-Unis, mais également en Allemagne et en Asie. La première étude, la première cohorte, c'est la cohorte du Mémorial. Et ils vont montrer que clairement, les patients qui ont une diversité microbiote qui est plus faible, ils ont une survie qui est significativement plus faible par rapport aux patients qui ont une forte diversité du microbiote au moment de la sortie d'aplasie. Et ça, c'est confirmé au niveau des autres cohortes. Et on retrouve également un impact sur la mortalité non liée à la rechute, hein, qui est significativement plus élevé chez les patients qui ont une faible diversité du microbiote. En revanche, on ne retrouve pas d'impact sur la rechute, donc les données qui sont sur la rechute ont vraiment besoin d'être confirmées. Alors, il faut qu'on regarde un petit peu dans le détail pourquoi est-ce qu'il y a cet impact du microbiote. Donc, bien entendu, il y a un lien, un impact direct sur la GVH, notamment la GVH digestive. Et plus précisément, on a identifié une bactérie qui est Blosia. Et chez les patients qui avaient plus de Blosia, la survie globale est plus élevée. Et là, on voit clairement c'est l'abondance de Blosia. Et ça, c'est les patients qui sont les patients qui sont vivants, qui sont en blanc ici, les patients qui vont décéder de GVH en rouge, de NRS, de rechute en marron foncé, et puis de TRM hors GVH en rouge. On voit clairement que les patients qui ont plus de Blosia, c'est les patients qui restent vivants. Donc, on a cette corrélation qui est très claire. Ça semble être protecteur. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est protecteur. Alors, il y a vraiment extrêmement peu de données mécanistiques encore jusqu'à présent. Il y a un papier qui suggérerait que ce soit lié au MAIT, donc les
maïtes, ce sont des lymphocytes associés aux muqueuses qui sont invariants, comme les gamma-delta T-cells, comme les INKT. Il y a une corrélation entre la reconstitution de Blosia et ces maïtes, et puis également avec une autre bactérie, entre la reconstitution des maïtes et des bifidobacterium, et ces maïtes auraient un effet protecteur sur la GVH. Donc ça, c'est une piste, mais on a vraiment besoin de confirmer ces résultats. Ils avaient mis en évidence que ces maïtes semblaient contribuer à protéger justement de la GVH. Et là, on a regardé justement la reconstitution des maïtes. Donc, les patients sans GVH, ils ont beaucoup plus de maïtes, et les patients qui ont une GVH de grade 3-4 ont significativement moins de maïtes, mais il y a seulement 8 patients, donc il faut être prudent. Et surtout, quand on met des maïtes en co-culture avec des lymphocytes T, donc ça, ce sont des tests de prolifération de la CFSE, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication, mais ce que cette figure montre, c'est que les maïtes vont inhiber la prolifération des lymphocytes T, et donc ça pourrait être par ce biais que Blosia induirait les maïtes, qui inhiberait la prolifération des lymphocytes T CD4+, et préviendrait la survenue d'une GVH chez le patient. Un autre paramètre important est celui de l'antibiothérapie. Donc, je vous ai montré que les patients avaient une perte de la diversité du microbiote, qui recevaient beaucoup d'antibiotiques. Donc, il y a l'étude du professeur Holler en Allemagne qui a regardé un petit peu quel était justement l'impact précis des antibiotiques, et notamment selon que les patients recevaient des antibiotiques ou pas d'antibiotiques, et du moment de début des antibiotiques. Donc, la particularité, c'est que là, tous les patients, ils avaient une antibioprophylaxie par Ciflox. C'est pas vu les pratiques en France donner une antibioprophylaxie systématique chez tous nos patients, mais là-bas, ça reste le standard, comme aux États-Unis. Et chez les patients qui ne reçoivent pas d'antibiothérapie empirique à large spectre, donc hormis le Ciflox, ils ont une TRM qui est significativement plus faible. Et le paramètre plus important, en fonction du jour de début des antibiotiques, donc soit on le commence pendant le conditionnement, donc avant le J0 de la greffe, ou à partir du J0 de la greffe. Et quand on commence avant le J0 de la greffe, la mortalité non liée à la rechute est significativement plus élevé. Donc, ça semble important de décaler le début d'antibiothérapie quand c'est possible. Bien entendu, on doit être extrêmement vigilant parce qu'on parle, bien entendu, de patients qui peuvent être neutropéniques, qui font des aplasies fébriles. Et l'urgence, bien entendu, c'est de prévenir le sepsis et de ne pas prendre le risque que le patient décède de sepsis. Cependant, chez un patient qui va faire une fièvre OSL, qui n'a aucun critère de gravité et pas de documentation, on peut éventuellement discuter de retarder le début d'antibiothérapie, mais il faut qu'il y ait des protocoles extrêmement stricts. Le but, c'est de ne pas faire prendre de risques aux patients. On a également regardé quel était l'impact en fonction du type d'antibiotique utilisé et notamment ils ont distingué là au mémorial les antibiotiques avec une couverture anti-anaérobie large, donc ce sont les pénèmes, imipenem, méropenem ou la tazocilline versus les antibiotiques avec moins de couverture anaérobie et notamment l'astronam ou le cefepime. Et là clairement il n'y a pas d'impact sur la survie globale. Cependant, les patients qui reçoivent de l'astronam ou du cefepime ont une mortalité liée à la GVH qui est significativement plus faible. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu avoir des données chez la souris avec un peu de mécanistique, et ils ont regardé justement un peu quelles étaient les bactéries qu'on retrouvait dans le microbiote de la souris en fonction du type d'antibiotique utilisé, donc Astreonam versus imipenem. Et quand intéresse, clairement, il y a plus d'Acarmentia mucinifila chez les souris qui reçoivent de l'imipenem. Alors, Acarmentia mucinifila, c'est une bactérie qui jusqu'à présent avait été associée à un effet bénéfique, notamment dans la maladie métabolique et dans l'obésité. Ici, elle semble être associée à un effet délétère. Donc, ce qui souligne bien, c'est qu'une bactérie, en fonction du contexte, peut avoir des effets différents. Et cette bactérie, elle sert à la dégradation de la couche muqueuse. Et quand on regarde au niveau de la muqueuse des patients et des souris, on se rend compte que chez les souris qui sont traitées par Astronam, la couche muqueuse est plus épaisse que chez les souris qui sont traitées par imipenem. Et là, ils ont mesuré directement l'épaisseur de la couche muqueuse. Donc, sous imipenem, elle est significativement plus faible. Et l'hypothèse, c'est que la Carmentia favorise la dégradation de la couche muqueuse et que ça favorise la translocation bactérienne, l'activation des lymphocytes et la survenue de la GVH. Donc, ça, c'est un mécanisme d'action possible. Les patients reçoivent des imipenem, ça favorise la Carmentia. D'un autre côté, ça
diminue les Clostridiales. Les Clostridiales, ce sont des bactéries qui ont un effet bénéfique aussi dans la GVH et d'autres études dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui favorisent la production de butyrate, qui a un effet protecteur bénéfique dans la GVH, ce qui favoriserait donc moins de Clostridiales, plus d'Akkermansia, donc translocation bactérienne, activation des cellules dendritiques, activation des lymphocytes CD4+ du donneur et initiation de la GVH. En ce qui concerne les données de la rechute, dont je vous ai touché un mot au début, il y a également des données d'une étude du mémorial où alors ils ont stratifié les patients en fonction du DRI, hein, bien entendu, et clairement dans les DRI élevés ou les DRI intermédiaires, ils ont retrouvé une bactérie qui est Eubacterium mimosum, qui semble être associée à une réduction du risque de rechute. Quand elle est présente. Après, ce sont vraiment des données monocentriques qui ont besoin d'être confirmées et qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Le microbiote semble également avoir un rôle au niveau de la reconstitution hématologique dans le contexte de l'allogreffe. Donc, dans cet article, c'est une étude uniquement chez la souris pour laquelle ils ont fait des greffes syngéniques. Donc, on n'est pas dans un modèle d'allogreffe. Le but, c'est de faire une reconstitution immunitaire. Donc, on est un peu comme dans le modèle d'une autogreffe. Les souris étaient irradiées. Ils recevaient différents cocktails d'antibiotiques ou pas d'antibiotiques. Et puis, on allait faire une prise de sang à la souris pour voir un petit peu quelle était la reconstitution. Et on voit clairement que chez les souris qui reçoivent des antibiotiques, il y a une diminution de la charge bactérienne fécale. Donc, c'est efficace. Il y a une décontamination digestive chez les souris. Et en parallèle, on a regardé la reconstitution hématoïde et on voit clairement que chez les souris qui reçoivent des antibiotiques, la reconstitution des leucocytes est retardée. Et ça va toucher à la fois les lymphos et les neutrophiles. Il y a également à J14 une diminution des rouges, hein, de l'hémoglobine, avec la reconstitution qui est décalée, ainsi que des plaquettes. Ils ont regardé plus dans le détail les types de lymphocytes, hein, notamment les B et les T, qui étaient tous les deux diminués. Alors, ils ont fait pas mal d'autres expériences dans cet article chez la souris, et en fait, ils en sont venus à la conclusion que les antibiotiques allaient éradiquer une flore qui était indispensable en fait à l'absorption de nutriments qui étaient utiles pour la reconstitution immuno. Donc cette étude, ça souligne que nos antibiotiques que l'on donne à nos patients, ils ont un impact qui est bien plus large que ce que l'on suspecte, qui a un impact sur l'état nutritionnel du patient et que cet état nutritionnel du patient a clairement un impact également sur la constitution hématologique de nos patients et ça doit vraiment nous inciter justement à maintenir une alimentation chez nos patients le plus possible et si nécessaire avec le recours à une alimentation entérale par une sonde nasogastrique. Ça peut vraiment avoir un impact sur la constitution immunitaire et également sur le risque de GVH. Alors, quels sont les traitements qu'on peut développer pour prévenir les lésions du microbiote? Donc, on peut à la fois jouer sur les antibiotiques, on peut également jouer sur les prébiotiques. Donc, les prébiotiques, ce sont des aliments qui ne sont pas forcément ingérés, mais qui vont favoriser la croissance de certaines bactéries bénéfiques versus d'autres. Les probiotiques, donc c'est directement l'utilisation du microbiote, et puis les postbiotiques, c'est-à-dire ce qui va être fabriqué par les bactéries, qui peuvent être également des produits bénéfiques qui vont médier l'effet des bactéries, et notamment le butyrate qui a un effet bénéfique. Donc, au niveau des antibiotiques, que peut-on faire? Donc, au niveau des antibiotiques, on peut privilégier des antibiotiques avec une couverture anaérobique plus étroite, cefepime, Astreonam. Bien entendu, ça, c'est pas vous tout seul qui allez changer vos antibiothérapies, ça va dépendre, bien entendu, de l'écologie bactérienne de votre service, parce que c'est toujours important d'avoir un peu une cartographie des antibiorésistances dans votre service. Nous-mêmes, on l'a fait plusieurs fois et on s'est rendu compte qu'à un moment, on faisait que de la tazo et on avait énormément de résistance à la tazo, donc on est switché sur l'axépime et quand on fait que de l'axépime, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de résistance à l'axépime et plus de résistance à la tazo chez nos patients. C'est pour ça que maintenant, on est plutôt sur une rotation des antibiotiques, de ne pas faire justement que du cefepime ou que de la tazocilline, mais de changer d'un patient à l'autre. Donc, c'est difficile vraiment justement d'être uniciste au niveau de nos antibiothérapies et de dire on fait que du cefepime chez tout le monde parce qu'il y a des risques de résistance. Mais vraiment, ce qu'il faut faire, c'est déjà de dire quelles sont les cartographies bactériennes, quelles sont les résistances qu'on a dans notre service. Et en fonction de ça, on peut décider de voir si on a vraiment une stratégie ciblée en évitant les antibiotiques avec une couverture anti-anaérobique large ou alors on n'a pas le choix et dans ce cas-là, on fait une rotation des antibiotiques.
Au niveau des prébiotiques, donc il y a peu de données disponibles. Il y a en fait surtout une présentation orale à l'ASH de l'année dernière, 2019, de l'équipe de Pavan Reddy qui avait fait énormément de travail chez la souris, justement, donc je vous disais, sur ces bactéries productrices de butyrate qui ont un effet bénéfique sur le devenir des patients et sur la survenue de la GVH. Et ils ont utilisé alors ce qu'ils appellent le RPS, le Resistant Potato Starch, qui est en fait un carbohydrate non digestible qui est métabolisé par les bactéries anaérobies qui produisent des butyrates. Il était donné tous les jours de J-7 jusqu'à J100 postal au greffe et ils ont comparé un groupe de patients qui le recevaient versus un groupe de patients qui ne le recevaient pas. Très peu de patients, 10 patients. Ça montrait que c'était faisable, très peu d'effets secondaires. Voilà, le patient était capable d'avaler ces 20 grammes tous les jours de RPS. Il y avait un effet sur la flore avec, chez les patients sous RPS, plus de bactéries productrices de butyrate et plus de butyrate présent. Après, c'est des données très préliminaires. On n'avait pas de données sur un effet bénéfique sur le devenir des patients, trop peu de patients, mais en tout cas, ça semble faisable et très intéressant. Donc, on a vraiment besoin d'avoir plus d'études là-dessus. Là où il y a le plus de données actuellement, c'est sur la transplantation de microbiote fécal ou le transfert de microbiote fécal. On va directement donner des bactéries d'un donneur tiers au patient. Alors, il y a plusieurs types de donneurs qu'on peut utiliser. Le premier donneur qu'on pourrait utiliser, c'est le patient lui-même avec des autogreffes. Ça, c'est un essai qui a été réalisé au Mémorial, qui était une étude prospective randomisée où, en fait, avant l'allogreffe, les patients ont testé leur diversité de leur microbiote. S'ils avaient une bonne diversité du microbiote, on congelait leurs selles. Donc, déjà, il y a un problème de faisabilité parce que, en fait, les patients, avant une allogreffe, ils ont déjà un microbiote qui est altéré du fait des traitements précédents. Donc, c'est pas faisable chez tout le monde. Et même les patients avec une bonne diversité, c'est pas une diversité optimale. Donc, c'est faisable, mais c'est pas le traitement de l'avenir. L'objectif dans cet essai, c'était de voir si c'était efficace sur la survenue du Clostridium difficile, parce qu'il faut savoir que la transplantation de microbiote fécal a uniquement une AMM jusqu'à présent dans le traitement des colites à Clostridium difficile à partir du 3e épisode, donc de la 2e récidive. Donc, ils se sont dit, est-ce que dans ce contexte-là, c'est intéressant pour prévenir, pas en traitement, mais en prévention? Alors, il y a eu peu de patients traités dans cette étude jusqu'à présent, c'est des résultats préliminaires et donc on n'a aucun effet sur le Clostridium difficile. Il y avait probablement un problème d'endpoint dans cette étude, mais ça montrait que c'était faisable. C'est l'exemple d'un patient, donc vous voyez une bonne diversité. C'était les selles qui étaient congelées. Il reçoit son traitement, sa chimiothérapie, ses antibiotiques. Et puis, donc là, il y a une domination par des entérocoques, donc vraiment des bactéries qui ont un effet délétère. On fait l'autogreffe fécale, les selles sont décongelées, administrées, et une récupération de son microbiote. Donc, c'est faisable, c'est bien toléré. Après, on n'a aucun résultat, seulement en tout une vingtaine de patients dans cette étude randomisée, aucun résultat sur l'efficacité, sur le devenir des patients. On a réalisé une étude similaire, mais cette fois-ci dans l'induction de leucémie aiguë, où on congelait des selles au diagnostic de leucémie aiguë. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on était vraiment avant toute chimiothérapie, tout antibiotique. Les patients étaient naïfs de chimiothérapie. Ils avaient leur chimiothérapie d'induction. Et puis à J29, quand ils étaient sortis d'aplasie, qu'on avait arrêté les antibiotiques, on vérifiait à nouveau la composition des selles et puis on administrait l'autogreffe, donc par lavement qui avait été congelé. Et puis avant la conso, on vérifiait à nouveau quelle était la diversité. Donc 25 patients ont été traités. Clairement, quand on regarde la diversité, on voit qu'il y a une baisse de la diversité après l'induction qui revient à la normale. Quand on regarde la composition cette fois-ci, ça c'est la composition au diagnostic. Ça c'est la composition après l'induction, donc complètement différente. Et ça, c'est la composition après la transplantation fécale qui revient similaire à la normale. Et de façon très intéressante, on a regardé aussi les gènes de résistance aux antibiotiques. Et là aussi, alors qu'il y a une augmentation des gènes de résistance aux antibiotiques, ça diminue significativement. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est sûr que les antibiorésistances, c'est un vrai problème. Donc si avec ce type de stratégie, on arrive à éviter des antibiorésistances, ce serait très intéressant. Ça, c'est l'exemple un peu des différents patients traités. Et on voit clairement que là, au niveau de la diversité, perte de diversité AV2 après l'induction, et ça revient à la normale. Il y a eu différentes études, d'autres études qui ont été réalisées pour voir si ça permettait également donc, pour restaurer la diversité du microbiote digestif et l'éradication des BHR. Donc, au niveau de l'éradication des BHR, il y a eu 2 essais qui ont été réalisés. Un essai qui a été réalisé en Pologne
où on utilisait, donc c'était des patients allogreffés ou autres, des greffons à partir d'un donneur tiers, et ça permettait d'éradiquer les bactéries multirésistantes chez 15 patients sur 20. On a réalisé une étude similaire chez 10 patients, 6 patients post-allo et 4 patients pré-allogreffe. C'était des donneurs apparentés ou non apparentés, et on a pu décoloniser les BHR, donc les patients vraiment qui avaient des carbapénémases chez 7 patients sur 10. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant chez les patients qui sont contaminés par des carbas, ce qui peut poser des vrais problèmes pour le devenir des patients qui ne peuvent pas aller en SSR, qui sont refusés dans certains services du fait de ces BHR. Au niveau reconstitution du microbiote, donc il y a l'étude dont je vous ai parlé, donc du mémorial, donc d'autogreffe, et puis un autre essai également aux États-Unis, cette fois-ci à partir de donneurs non apparentés chez 13 patients, où on a montré que ça permettait également d'améliorer la diversité du microbiote. Donc moi, c'est toujours des petites études, des fois randomisées, des fois non, mais avec trop peu d'effectifs pour pouvoir conclure. Donc on a vraiment besoin d'avoir plus d'études. Donc, ça, je vais passer pour économiser un petit peu le temps et pour pouvoir parler un petit peu de la modulation du microbiote pour le traitement de la GVH aiguë. Ça, c'est l'étude initiale, le case report de 4 patients publiés dans Blood en 2016. Donc, le premier patient qui avait une GVH sévère avec des diarrhées, incontinence fécale, domination par des corynébactéries. On fait une puis 2 transplantations fécales à 1 semaine d'intervalle. On restaure une bonne diversité de son microbiote et disparition des diarrhées, disparition de l'incontinence fécale. Deuxième cas similaire, encore plus sévère, avec présence de sang dans les selles, et là aussi avec 2 transplantations fécales à 2 semaines d'intervalle, restauration du microbiote et disparition des signes avec une décroissance des corticoïdes. Donc il y avait 2 autres patients qui ont été inclus. Au total, dans cette étude, 3 patients étaient en RC, 1 patient était en réponse partielle. Il y a eu d'autres études qui ont été publiée depuis. L'étude de Van Leer, là, j'ai pas eu le temps de vous la mettre, vient juste d'être publiée dans Science Translational Medicine cet été, avec 15 patients et également justement 11 patients qui étaient en réponse complète. Il y a différentes études qui sont actuellement en cours également dans les différents continents, Europe, États-Unis, Chine. Au niveau des derniers résultats, c'était des résultats qui vont être présentés à l'EBMT en session orale, qui seront en poster le week-end prochain lors de l'EBMT. Une étude asiatique avec 15 patients qui ont une GVH cortico-résistante, et on a fait une FMT à partir de donneurs, donc soit l'épouse, soit quelques membres de la famille, par sonde naso-duodénale, et le taux de réponse complète global était de 53% à J28 et de 33% de réponse complète. Donc c'était prometteur, et quand on allait regarder un petit peu qu'est-ce qui prédisait la réponse, on voyait ça, c'était la diversité, et clairement donc on voit que les patients qui répondent, ils ont une restauration de leur diversité d'un index de Shannon. Donc c'est vraiment une corrélation entre la réponse, restauration de la diversité suite à la transplantation fécale, donc on a vraiment une efficacité thérapeutique. On conduit nous-mêmes une étude multicentrique européenne de transplantation fécale pour lequel il y a 25 patients qui ont été inclus. C'est des patients qui ont une GVH cortico-résistante, et entre J5 et J7, s'il y a une résistance aux corticoïdes, ils sont inclus. Cette fois-ci, on n'utilise pas des donneurs familiaux, on va utiliser en fait un pool de donneurs, ce qui permet en fait d'avoir un produit avec une très forte diversité microbienne qui est standardisée. Comme ça, on a le même produit d'un patient à l'autre, qui ne pose pas la question de savoir si un donneur est meilleur que l'autre, et on fait 3 lavements à 1 semaine d'intervalle et on évalue la réponse à J28. Donc pour le moment, on n'a pas de données et de résultats d'essais cliniques. Cependant, il y a 11 patients, enfin là j'ai les résultats de 11 patients, on a beaucoup plus maintenant, plus d'une trentaine qui ont été traités dans le cadre d'un usage compassionnel avec le même produit en France, et sur les 11 premiers patients traités, donc c'était vraiment des patients qui avaient des GVH résistantes aux corticoïdes avec localisation digestive, 2 lignes de traitement en médiane. Ils recevaient en médiane de 3 lavements, et le taux de réponse global était de 82% et 45% de réponse complète, donc des résultats très encourageants avec des patients graves, 2 lignes de traitement, donc les corticoïdes plus une deuxième ligne reçue au préalable, avec une bonne sécurité d'utilisation. Donc voilà, notre modèle, nous, c'est vraiment qu'on pense qu'on peut améliorer avec la transplantation fécale un petit peu l'homéostasie digestive, ce qui permet d'augmenter la diversité, d'éradiquer les BHR
d'inhiber la croissance des bactéries pathogènes, ce qui va permettre de restaurer l'intégrité de la barrière muqueuse, de réduire le risque de complications infectieuses et de sepsis, favoriser la production des bactéries productrices de butyrate, ce qui va permettre de restaurer l'homéostasie cellulaire, favoriser les lymphocytes régulateurs et prévenir ou traiter la GVH. Donc voilà pour aujourd'hui. Après, j'ai d'autres diapositives hors allogreffe, mais ce sera pour une autre fois. Et je vais prendre les questions avant de passer la parole à Michael. Merci beaucoup pour ce topo qui était très clair et très instructif. Donc, on a déjà plusieurs questions qui ont été posées. Tout d'abord, quid de la décontamination digestive? Comment expliquer les résultats de la diminution de la GVH il y a de nombreuses années? Alors, pour la décontamination digestive, si j'ai pas eu le temps de traiter ça aujourd'hui, pour la décontamination digestive, alors quand on reprend en fait les études historiques, la première étude historique, c'était pas une étude où il y avait seulement de la décontamination digestive. La première étude, c'était une étude où il y a de la décontamination digestive, mais on mettait aussi les patients sous des flux laminaires et on leur décontaminait la peau. Donc en gros, on randomisait des patients dans une chambre standard sale versus des patients sous flux et avec une décontamination digestive. Donc, en effet, il y avait un effet bénéfique, mais l'effet bénéfique n'était pas seulement de la décontamination digestive, mais toutes les procédures d'hygiène standard qui sont de la routine pour vous. Vous imagineriez pas réaliser une allogreffe sans flux maintenant de nos jours, sans une chambre stérile, entre guillemets. Ça, c'est la deuxième chose. Après, il y a d'autres études, en effet, avec des résultats qui étaient un petit peu plus contradictoires. Et surtout, il y a une étude qui a été réalisée où ils ont regardé quelle était l'efficacité de la décontamination digestive. C'était avant l'ère du NGS, donc c'était par culture, et on se rendait compte qu'en fait, il y avait une décontamination digestive que chez 50% des patients. Et en effet, chez 50% des patients qui avaient une décontamination digestive complète, il n'y avait plus de bactéries, ils ne faisaient pas de GVH. Et en effet, ça marche. Le problème, c'est que chez les 50% des patients restants, au contraire, on n'est pas de décontamination digestive, mais on induisait de la dysbiose et ces patients ne faisaient plus de GVH. Donc, en fait, la décontamination digestive, c'est bien, mais c'est comme si vous tiriez au sort. Il y a une chance sur deux que ce soit bénéfique aux patients, une chance sur deux qu'on induise de la dysbiose et qu'on soit délétère. Donc, soit il faut qu'on arrive à trouver un bon antibiotique qui a fait une décontamination plus digestive efficace, notamment il y a la rifaximine, qui est un dérivé de la rifampicine, sur lequel travaille l'équipe du professeur Roller, qui semble donner des résultats extrêmement prometteurs, mais la décontamination digestive telle qu'on l'a fait actuellement, de toute façon, ça, il faut l'oublier. Donc, soit on va sur des nouveaux antibiotiques, soit on va sur de la transmutation fécale avec de la modulation du microbiote pour maintenir une bonne diversité. Alors, pour poursuivre sur la thématique des traitements un peu historiques, j'aimerais poser une question sur les traitements symptomatiques. Par exemple, dans le cas des diarrhées, des incontinences, etc. Vous avez montré sur les cas de l'âge qui avaient été présentés, des cas d'incontinence fécale, enfin de diarrhée aiguë, qui ont été réversés par transplantation. Est-ce que du coup, les ralentisseurs du transit, est-ce que ces autres traitements symptomatiques sont absolument inutiles et à mettre de côté, ou est-ce que ça s'utilise quand même? Le ralentissement du transit, si, on peut toujours donner du Smecta au patient, mais de toute façon, un patient qui a une GVH digestive grade 3, grade 4, il a une muqueuse digestive qui est complètement décapée, et quoi qu'on donne, il va persister des diarrhées. En général, pourquoi les patients n'ont plus de diarrhée? C'est parce qu'on leur met à jeun, qu'ils n'ont plus rien dans le tube digestif et que de toute façon, et le transit s'arrête. Donc, bon, c'est pas, de toute façon, il n'y a rien qui est spectaculaire à ce niveau-là. Et il ne faut pas escompter de traiter une GVH en donnant des ralentisseurs du transit de toute façon. Évidemment. Pour ce qui est des prélèvements pour évaluer la diversité du microbiote, est-ce que c'est un simple prélèvement fécal? Est-ce qu'il y a des conditions de prélèvement? Qui vont faire que le prélèvement est plus ou moins bien réalisé? Est-ce qu'on peut avoir des mauvaises mesures? Pour évaluer la diversité du microbiote, c'est ça, chez un donneur, enfin chez un patient. Oui. Ouais. Alors oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir des conditions d'acheminement laboratoire qui soient relativement rapides, parce que bien entendu, quand on va mettre le prélèvement, il va être à l'air ambiant et ça va favoriser justement la prolifération des bactéries anaérobies versus les bactéries ça va favoriser la prolifération des bactéries aérobies versus les anaérobies et ça peut justement induire des modifications, ce qui fait qu'il peut toujours être comparé justement, difficile de comparer une étude par rapport à une autre selon les modalités. Donc l'objectif, c'est que ce soit acheminé vite au laboratoire et que ce soit congelé rapidement à moins 80. Après, maintenant, on a quand même justement des protocoles qui sont assez bien établis pour pouvoir le faire, des choses qui sont publiées, qui sont validées et qui sont reproductibles justement d'un centre à l'autre et d'une étude à l'autre. Mais on ne peut pas l'improviser comme ça.
D'accord. Est-ce que quand on réalise une greffe, la modification de cette diversité, est-ce qu'on a une durabilité qui est plus ou moins standard, une durée de fonctionnement, ou est-ce que finalement, selon les patients, ça peut être mis en échec rapidement s'ils reconsomment de nouveau beaucoup d'antibiotiques qui vont sélectionner ce microbiote? Oui. En fait, paradoxalement, on a assez peu d'études un peu justement de follow-up à long terme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les études, je vous ai montré, c'est jusqu'à J100 qu'on a des données. Il y a peu d'équipes qui sont intéressées à la regarder à 6 mois, 1 an, si la diversité du microbiote s'était restaurée. Voilà. Après, clairement, si on redonne des antibiotiques à large spectre, c'est qu'on va redégrader l'impact du microbiote. C'est une première chose. Et puis la deuxième question ouverte, c'est maintenant on fait de plus en plus de traitements de maintenance post-allogreffe. Et quel est l'impact de ces traitements de maintenance de chez chimio ciblés sur les microbiotes? On ne sait pas du tout. Et ça, c'est des questions qui sont ouvertes aussi euh, et auxquelles il faut qu'on réponde. Allogreffe versus autogreffe, autotransplantation fécale, est-ce que ça change quelque chose à partir du moment où la diversité est bonne dans les selles qui vont être greffées? Alors, probablement que maintenant que l'avenir, ce sera de la greffe à partir d'un autre donneur et pas de l'autotransplantation fécale. Pourquoi? Parce que il y a des études qui montrent que clairement en pré-allogreffe, quand on congèle les selles, on a déjà une diversité qui est altérée. Donc de toute façon, la diversité et peut être bonne, mais ce ne sera pas une diversité qui est normale. Donc ce ne sera pas de toute façon le meilleur greffon à utiliser. Ça, c'est la première chose. Et puis après, la faisabilité de dire ben, on va le prendre au diagnostic de l'hémopathie pour l'utiliser ultérieurement, c'est extrêmement difficile parce que le patient, quand on vient de vous dire que vous avez une leucémie aiguë et qu'il faut que vous fassiez caca tout de suite pour congéler vos selles pour le futur, ben, il y a un patient sur deux auquel on n'arrive pas, tout simplement. C'est la première chose. Et puis même, on ne sait pas s'il n'y aurait pas une contribution du microbiote dans la cancérogenèse. Il y a également de plus en plus de données là-dessus. Donc clairement, l'autotransplantation fécale dans les hémopathies, ce n'est pas l'avenir, et l'avenir, c'est vraiment à l'utilisation de donneurs tiers. Donc, parlons de ce qu'il y a dans le greffon. Est-ce qu'il y a un risque de transfert de bactéries résistantes et comment limiter ce risque? Alors, ce risque, oui, il y est, parce qu'il y a eu des alertes FDA qui sont passées, mais ce risque, il existe quand on fait n'importe quoi, entre guillemets, enfin, pour dire les choses clairement. Et en fait, en France, il y a quand même des procédures et des recommandations de la NSM qui sont extrêmement strictes. Il faut savoir que le screening des donneurs de selles, on en arrive des fois justement à screener des fois à 10, voire même 100 patients pour en trouver 2 ou 3. Donc, vous voyez un petit peu le taux d'échec du screening et pour justement avoir un risque de transmission d'agents pathogènes qui soit réduit à néant. Et actuellement, on peut dire que la pratique est réalisée en France, que ce soit dans le cadre de l'industrie pharmaceutique ou de l'utilisation académique, le risque en France, il est nul, à cause de ces recommandations de la NSM extrêmement strictes. D'accord. Et ensuite, après, l'autre chose, c'est que, voilà, là, je vous parle du risque de transplantation d'un agent pathogène. Après, on ne peut pas exclure qu'un patient fasse une bactériémie. Et bien entendu, un patient qui a une GVH, on sait qu'il fait des bactériémies, qu'il ait ou pas une transplantation fécale. Les patients qui ont des GVH corticorésistants, ils meurent de sepsis, c'est régulier. Et donc, on ne peut pas imputer que ce soit la transplantation fécale qui en soit responsable. Et souvent, même, on a pu faire des études où on a pu aller retrouver la bactérie, un patient qui a une transplantation fécale pour une GVH, on a pu avoir une identification sur une hémoculture et cette bactérie, elle n'est pas retrouvée dans le transplant fécal. Donc clairement, on a pu aussi mettre en évidence qu'il n'y avait pas forcément de lien entre le sepsis et la transplantation fécale dans le contexte particulier de la GVH. Et donc finalement, question sur la nutrition. Pour améliorer la diversité du microbiote, est-ce qu'il y a une alimentation qu'il faut favoriser? Et il y a quelqu'un qui pose la question de l'alimentation stérile. Alors ça c'est une très bonne question et je dirais que pour le moment on n'a pas encore assez, j'ai pas encore assez de résultats pour pouvoir y répondre parce que c'est sûr que l'alimentation stérile qui était recommandée à corps et à cri, si on fait plus de décontamination, enfin une alimentation stérile avec de la nourriture surchauffée où les patients ne mangent pas, pour l'état nutritionnel, c'est peut-être pas l'idéal, mais on a vraiment besoin justement de voir quel est cet impact avant de pouvoir vraiment complètement changer nos pratiques et abandonner tout ça, parce qu'on peut pas tourner si la page sur 30 ans de pratique comme ça du jour au lendemain, mais probablement qu'on va se cheminer sur des modifications. Une dernière question de retour un peu à la physiopathe. Comment les PNM, ils arrivent à diminuer l'épaisseur de la muqueuse?
En fait, c'est donc via des modifications au niveau de certaines bactéries, notamment d'Akkermansia, qui va être augmentée. Ça va favoriser l'expansion d'Akkermansia. Et en fait, Akkermansia, donc c'est Akkermansia mucinifila, et comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui va contribuer à la dégradation de la couche muqueuse. Et donc, quand il y en a plus, forcément, la couche muqueuse est plus faible. D'accord. Très bien, bien, merci beaucoup. On a fait le tour des questions. J'espère qu'on a le docteur Loski en connexion. Vous m'entendez? Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre votre... Alors, vous m'entendez ou pas? Ah, ok. Voilà, c'est parfait, on a votre écran qui s'affiche bien. D'accord, et vous m'entendez ou... Tout à fait. Ok, bon, super. Très bien. Mais écoutez, merci de m'avoir invité pour pouvoir parler de cette nouvelle option thérapeutique qu'on a dans le domaine des thérapies cellulaires, qui est la microtransplantation, qui est bien qu'existante depuis le début des années 2010, est encore très peu connue, très peu développée en dehors de certains pays, en particulier de la Chine. Donc moi je suis le docteur Loski, je travaille en greffe à Nice. Alors juste un petit rappel que vous connaissez tous, hein, donc l'allogreffe de cellules souches, vous savez que c'est la seule thérapeutique curative, hein, pour de nombreuses hémopathies malignes, que les pathologies qu'on soigne sont essentiellement des pathologies des sujets âgés. Qui dit sujet âgé dit souvent comorbidité, et ces comorbidités, comme vous le savez, augmentent ce qu'on appelle la NRM, c'est-à-dire la mortalité liée à la procédure de transplantation. Docteur Loski, juste une toute petite intervention. Vous êtes en mode présentateur sur votre ordinateur. Est-ce que ce serait possible de le mettre en plein écran complètement? Ah oui, bien sûr. Alors attendez, je vais essayer de faire ça. Hop. Est-ce que comme ça c'est mieux? On attend que ça s'affiche. Là, on a votre fond d'écran. Ah, là, vous avez mon fond d'écran. Alors attendez, vous savez quoi? C'est parce que j'ai deux écrans. Alors hop, et vous n'avez pas le bon écran. Voilà, tout à fait. Ok. Le seul problème, c'est qu'il me colle. On a le droit de mettre en grand écran, normalement, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est qu'en fait, il m'affiche en plein écran, mais sur mon autre écran. Alors attendez. Comment est-ce que je fais ça? Non. Alors, pour être honnête. Donc là, vous voyez plus rien. Hop. Et ouais, non, en fait, il m'affiche. Bah, écoutez, on peut. Faisons comme ça, alors. Voilà, c'est bon. Là, ça va mieux? C'est parfait. Merci beaucoup. Là, c'est parfait. Ok, super, super. Désolé, hein, pour les problèmes techniques. Donc du coup, ce que je disais, c'est la GVH, c'est la cause principale de mortalité liée à la procédure de transplantation, et en particulier chez les sujets âgés. Et donc la question que se sont posées plusieurs greffeurs autour du monde, c'était comment est-ce qu'on pouvait proposer à ces sujets âgés, qui finalement représentent l'essentiel de notre patientèle, mais également les sujets comorbides, comment est-ce qu'on peut leur proposer une thérapie cellulaire allogénique sans passer par la transplantation, pour pouvoir éviter la toxicité du conditionnement et de la GVH. C'est comme ça que la microtransplantation est née. Elle est née en Chine
Pourquoi en Chine? Parce que c'est là-bas qu'ils avaient développé initialement également la transplantation, hein, qu'ils ont beaucoup développé la transplantation haploïdentique. Et donc l'objectif, c'était d'essayer de faire en sorte que les patients âgés ou comorbides puissent bénéficier d'une allogreffe sans avoir ni la toxicité du conditionnement, ni la toxicité de la GVH. L'objectif, c'était de pouvoir offrir cet effet du greffon contre la tumeur, qui est, comme vous le savez, donc qui est poly-target, à la différence des carticelles. Et cette microtransplantation, elle repose sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'utilisation de ce que les Américains et les Chinois appellent un conditionnement. En France, on a décidé qu'on n'appellerait pas ça un conditionnement. Ce conditionnement, en fait, c'est la chimiothérapie antitumorale qu'on utilise dans la LAM ou le SMD. Qu'à l'issue de cette chimiothérapie, les patients allaient bénéficier de l'injection d'un greffon de donneurs haploïdentiques, un greffon qui est mobilisé par du GCSF, donc c'est des cellules souches périphériques. L'injection de ce greffon va entraîner un microchimérisme transitoire, donc il n'y aura pas de prise de greffe réelle, hein, et il y aura un rejet rapide du greffon par les cellules immunitaires de l'hôte, puisque la chimiothérapie qu'on utilise en conditionnement, entre guillemets, n'est pas immunosuppressive, et donc on va avoir un rejet du greffon haploïdentique par le système immunitaire de l'hôte quelques jours après l'injection du greffon. Alors comment ça marche? Comment est-ce qu'on effectue une microtransplantation en pratique? Le patient reçoit sa chimiothérapie antitumorale, que ce soit pour des leucémies aiguës myéloblastiques, puisque c'est la pathologie dans laquelle ça a été développé initialement, pour un SMD et plus récemment pour des hémopathies lymphoïdes. À l'issue de cette chimiothérapie antitumorale, souvent 24 heures plus tard, le patient reçoit une injection de CSP sans prophylaxie de la GVH, puisque, encore une fois, la chimiothérapie antitumorale n'était pas lymphodéplétante. Il apparaît un microchimérisme transitoire. Ce microchimérisme transitoire va résulter en l'apparition d'un effet du greffon contre la tumeur, mais également, je vais vous montrer dans la diapo suivante, d'un effet du receveur contre la tumeur, la vraie GVH étant rarissime, puisqu'il y a des taux de GVH rapportés par les Chinois aux alentours de 1%. Alors quel est le mécanisme supposé? Parce que c'est une technique qui est assez récente. Il y a un certain nombre d'études en cours, principalement des études chinoises. Le mécanisme supposé est le suivant. On aurait un effet, donc c'est l'image de droite, hein, vous voyez là où il y a ABC, hein, on aurait un effet direct, comme au cours d'une allogreffe classique, un effet direct des cellules immunes du greffon contre les cellules tumorales. Il y aurait également un effet indirect, puisque les cellules du donneur viendraient aider les cellules cytotoxiques du receveur à retrouver leur capacité, entre guillemets, pour éliminer les cellules tumorales. Et puis enfin, on a un effet direct des cellules de l'hôte qui vont aller rejeter les cellules du greffon. Cet effet de rejet va entraîner un environnement pro-inflammatoire, et cet environnement pro-inflammatoire stimulerait la réponse antitumorale du receveur, c'est-à-dire en quelque sorte réveillerait les cellules immunes, et en particulier les CD8 hein, qui étaient au contact des cellules leucémiques, et ça entraînerait donc l'activation de ces cellules du receveur et la destruction des cellules tumorales via l'activation des cellules du receveur. Alors, la microtransplantation, elle a été développée initialement dans le traitement des leucémies aiguës, puis des syndromes myélodysplasiques, et enfin, un petit peu plus tard, et de manière beaucoup plus rare, dans le traitement des hémopathies lymphoïdes. Alors, je vais vous présenter les principales études qui sont disponibles dans le cadre des microtransplantations de la leucémie aiguë. Cette étude, c'est la toute première étude qui a été publiée par le groupe chinois de Guo, qui est le leader dans le domaine. C'est une étude qui, vous voyez, a pratiquement 10 ans maintenant. C'est c'est à ce jour la seule étude randomisée dont on dispose. C'est une étude de microtransplantation qui a été menée sur 58 patients, des patients plutôt âgés, parce que c'était de 60 à 88 ans.
c'était un essai randomisé et les donneurs utilisés étaient des donneurs haploidentiques où ils descendaient jusqu'à des donneurs compatibles 4/10. Le schéma de l'étude était le suivant. Les patients recevaient une induction avec de la mitoxantrone et de la cytarabine, et puis une première microtransplantation. À l'issue de cette induction, les patients recevaient plusieurs cures de consolidation, et à chaque cure de consolidation, donc les consolidations étaient faites de manière assez classique par de la cytarabine, le lendemain de 48 heures après la fin de la cytarabine, les patients recevaient l'injection du greffon de CSP, donc à nouveau une microtransplantation. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils espaçaient les cures de consolidation, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en Europe. Et puis vous voyez des courbes avec une différence significative entre le groupe qui recevait la microtransplantation, donc qui est le groupe en rouge, que ce soit en termes de DFS ou en termes d'OS. Donc un essai randomisé qui était positif avec un taux de rémission complète qui était supérieur dans le groupe microtransplantation, une meilleure OS, une meilleure DFS. Il retrouvait également une sortie d'aplasie, que ce soit au niveau des neutrophiles et des plaquettes, qui était plus rapide dans le groupe microtransplantation. Et puis, les patients qui recevaient la microtransplantation ne développaient pas de GVH. Ce qu'on peut reprocher à cette étude, et ce qui est assez étonnant, c'est les mauvais résultats, évidemment, du groupe contrôle, puisque si on le reprend, hein, vous voyez que c'est des patients qui ont une survie dans le groupe contrôle, une survie globale qui est d'environ 10% à 2 ans, ce qui est pas du tout ce qu'on a normalement avec la chimiothérapie classique, puisque normalement, on est plutôt aux alentours de 20-40%. Alors le même groupe a publié dans JCO en 2012 cette fois une étude de phase 2. Ils avaient inclus beaucoup plus de patients, des patients assez hétérogènes en termes d'âge, puisque on avait des patients pédiatriques, ça allait de 9 à 65 ans, donc cette fois plutôt des patients très jeunes, hein, avec une médiane d'âge aux alentours de 23 ans, uniquement des leucémies myéloblastiques en première rémission complète. Et puis, cette fois, ils n'effectuaient pas de microtransplantation lors de l'induction, ils effectuaient une microtransplantation uniquement au décours des cures de consolidation. Alors, je vous ai remis le schéma de l'étude, donc à nouveau, c'était une étude de phase 2. Et les donneurs étaient tous des donneurs haploidentiques, donc cette fois, c'était du 5/10. Les résultats sont à nouveau très positifs, mais cette fois, et je vous le répète, il n'y a pas de groupe comparateur. C'est uniquement, c'est une étude de phase 2. Donc finalement, on retrouve les bons résultats qu'ont les LAM de risque favorable. On retrouve des résultats intéressants pour les LAM de groupe intermédiaire, puisque plus de 60% de survie, que ce soit en survie globale ou en survie sans progression. Et un paramètre qui était sorti dans cette étude de phase 2, c'était la quantité de CD3 présente dans le greffon, puisque en fonction de la quantité de CD3 présente, on avait une différence significative en termes de survie. Ils ont donc toujours le même groupe, hein, a repris en 2018 et publié dans le JAMA Oncologie une étude rétrospective qui reprenait toutes les microtransplantations qui avaient été pratiquées, que ce soit aux USA, en Chine ou dans des centres hospitaliers espagnols, pardon. Ce sont les 3 principaux pays où finalement la microtransplantation est étudiée de manière intensive. Ça regroupait, c'est une belle série, 185 patients. Cette fois, on repartait sur des patients plutôt âgés, avec une médiane d'âge de 67 ans, et c'était une cohorte assez homogène, puisqu'uniquement des LAM de novo. Et cette fois, ils sont allés un peu plus dans le détail, ils ont fait des études de sous-groupes, et en particulier des études de sous-groupes en classifiant les receveurs en fonction de leur âge. Et vous voyez que, comme dans toutes les études d'allogreffe, les patients les plus jeunes font mieux, les patients âgés de plus de 70 ans ont une survie qui reste mauvaise, hein, puisque moins de 20%.
Alors si, évidemment, c'est à nouveau une étude où il n'y a pas de groupe comparateur, quand on compare avec une cohorte suédoise de patients LAM de novo traités uniquement par chimiothérapie, donc je vous l'ai pas mise, mais les résultats sont un peu les résultats qu'ils obtiennent avec leur microtransplantation. Alors ça vaut pas grand-chose comme comparaison, mais avec la microtransplantation, ils ont à peu près 10% de survie en plus, quel que soit le groupe d'âge. Mais dans cette étude-là, c'était uniquement une étude rétrospective. Les taux de rechute et les taux de rechute étaient évidemment effectivement différents en fonction de l'âge du receveur. Ça, on s'y attendait un peu. Et en termes de NRM, vous voyez une NRM qui est extrêmement faible. On s'y attend également puisque c'est un traitement qui est très peu toxique et qui ne donne pas de maladie du greffon contre l'autre. C'est une thérapeutique également dans laquelle on n'a pas de toxicité du conditionnement. Dans cette étude, ils ont isolé plusieurs paramètres qui vont influencer la survie des patients à l'issue des microtransplantations. Le premier paramètre qui a influencé le succès des microtransplantations, c'était la possibilité de réaliser plus d'une microtransplantation. C'est-à-dire que l'idée, c'est ce qu'ils ont montré et ce qui est significatif, c'est-à-dire que la survie est impactée par le nombre de microtransplantations qu'ils étaient capables de réaliser par patient. Et donc l'idée, c'est ce qui apparaît dans cette étude, c'est qu'il faut faire plus d'une microtransplantation. L'idée, c'est d'en faire au moins deux ou plus. Ça, évidemment, ça dépend du taux de cellules souches que vous allez arriver à récupérer chez le donneur. Et l'autre paramètre, c'est le paramètre classique, hein, c'est la classification ELN. On voit très bien que les patients qui ont un risque standard, donc un risque intermédiaire ou un risque favorable dans l'ELN, ont une survie qui est bien meilleure que le groupe défavorable qui conserve une survie très défavorable. Alors ça, c'était pour la LAM. Il y a une étude qui a été faite dans le SMD où ils avaient regroupé à la fois des SMD et des LAM therapy related. Et c'est à nouveau une étude chinoise. Vous voyez énormément d'études chinoises. C'est principalement là-bas que c'est développé. Une étude publiée en 2016, 43 patients. Chaque fois, c'est des effectifs assez réduits. C'est une étude à nouveau, une étude de phase 2, où cette fois, ils se sont intéressés à la microtransplantation dans des SMD d'IPSS intermédiaire 2 ou high, et donc des LAM secondaires. Le matching était très disparate puisqu'on avait des donneurs qui allaient de pas de compatibilité à une compatibilité de 7 dixièmes. La chimiothérapie qui était utilisée pour les syndromes, alors c'était pas très clair sur leur schéma, mais pour les syndromes myélodysplasiques, ils utilisaient de la décitabine avec de la citarabine à 150 mg/m². Et pour les LAM secondaires, ils utilisaient de la mitoxantrone et de la citarabine. Et puis, ils effectuaient plusieurs cures de microtransplantation. Et donc, vous voyez qu'ils espacent, en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en Europe, hein, ils espacent les cures de chimiothérapie de 3 mois à chaque fois. Donc, une cure de chimiothérapie tous les 3 mois avec à chaque fois une microtransplantation tant qu'ils ont du greffon disponible. Alors, quels étaient les résultats? Les résultats sont plutôt des résultats positifs, mais à nouveau, c'est une étude de phase 2 qui doit être confirmée par une étude de phase 3, évidemment. Le groupe que vous avez, donc vous avez les deux groupes. Le groupe avec les carrés ou les losanges, hein, c'est le groupe des patients qui étaient traités pour un SMD, qui évidemment fait mieux que le groupe traité pour des LAM secondaires. Après, les résultats sont assez intéressants pour des LAM secondaires du sujet âgé. Et puis cette étude, qui est une étude dans les lymphoproliférations, petite série de patients, à nouveau une étude chinoise évidemment, 10 patients d'entre 20 et 69 ans, donc une cohorte assez hétérogène où ils ont réalisé des microtransplantations chez des patients qui présentaient une lymphoprolifération réfractaire ou en rechute. Cette fois, tous les donneurs étaient 5 dixièmes et puis recevaient principalement un hypersévade et à la suite duquel le patient recevait une microtransplantation. Des résultats à nouveau intéressants chez des patients qui présentent des lymphoproliférations en rechute ou réfractaires
qui ne pouvaient pas bénéficier d'une véritable allogreffe, à nouveau, qui mérite d'être confirmé par un protocole de phase 3. Alors si on fait un peu le résumé de tout ça, on a des survies qui sont intéressantes, que ce soit dans la LAM, que ce soit dans le syndrome myélodysplasique. La plupart de ces études restent des études de phase 2. On a une seule étude de phase 3, qui est la première étude, qui est celle qui a été publiée en 2011. Évidemment, on a besoin d'études de phase 3 pour confirmer l'efficacité et l'intérêt de la microtransplantation. Le mécanisme immunitaire n'est pas élucidé. Est-ce que c'est un effet principalement du système immunitaire de l'hôte contre la maladie? Est-ce que c'est un effet est-ce que l'effet principal c'est l'effet du greffon contre la maladie? Pour l'instant, c'est pas clair du tout. Un autre paramètre qu'on a besoin d'investiguer, c'est le meilleur timing pour pouvoir réaliser cette microtransplantation, et puis quel type de donneur utiliser. Je vous ai remis les questions qui restent en suspens. Quel est le meilleur timing? Est-ce qu'on doit le faire en consolidation uniquement? Est-ce qu'on doit commencer au moment de l'induction? La première étude randomisée, il commençait au moment de l'induction. Est-ce qu'il faut vraiment espacer les cures de chimiothérapie de 3 mois comme font les Chinois? Quelle est la meilleure chimiothérapie de préparation à la microtransplantation? Est-ce que mitoxantrone aracé fait mieux que notre dono aracé? Est-ce que le Vidaza en régime de conditionnement a un intérêt? Quel est le meilleur type de donneur? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à du 0/10? Il semblerait que ça n'avait pas donné plus d'effets secondaires que le 5/10. Est-ce que c'est plus efficace de faire du 0/10 que du 5/10? Et puis quelle est la dose cible? À l'heure actuelle, on n'a aucune idée de la dose cible, tant en CD34 qu'en CD3. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on a 2 essais de phase 2 qui sont en cours en France. On a une étude marseillaise et une étude de Saint-Étienne, les deux dans des pathologies myéloïdes, qui sont en cours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis j'attends les questions. Merci beaucoup. Je vais poser la première question qui a été posée, à savoir, lors de leur injection, vous avez parlé d'un syndrome inflammatoire. Et vous avez aussi parlé du fait de l'importance de la quantité de CD3 dans le greffon. Est-ce que le syndrome inflammatoire post-réinjection ressemble à un CRS ou est-ce que c'est autre chose? C'est une excellente question et oui, ça ressemble à un CRS. Pour en avoir fait un certain nombre maintenant, c'est un vrai CRS. Hein. C'est un CRS qui dure entre 2 et 3 jours, qui apparaît le plus souvent dans les 48 heures après la réinjection du greffon. Ça se manifeste essentiellement par de la fièvre. C'est ce que décrivent toutes les équipes, hein. C'est-à-dire on a une fièvre qui apparaît dans les 48 heures après l'injection du greffon. Et puis, dans la majorité des cas, ça s'arrête là. On a eu quelques patients, et c'est décrit également dans les études chinoises, qui vont présenter un vrai tableau de GVH. C'est rare, c'est vraiment rarissime. Les Chinois décrivent 1,1% des cas. On a eu un patient, nous, qui a présenté la véritable GVH cutanée avec un tableau digestif et c'est spontanément résolutif. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mettre de cortisone. Hein, en quelques jours, le système immunitaire de l'hôte élimine le greffon. Une autre question nous est posée de savoir, grosso modo, la quantité de cellules qui sont réinjectées si on doit comparer à une transplantation classique, une allogreffe classique. C'est une autre excellente question. Dans une transplantation classique, on essaie d'atteindre au moins 5 millions de CD34. Là, on est plutôt aux alentours de... les Chinois, dans leurs études, ils sont entre 1 et 4 millions de CD34 par kilo de receveur. Donc 1 à 4 au lieu de 5. C'est ça. Le plus souvent, c'est très difficile d'obtenir 4. L'idée dans les microtransplantations, c'est d'essayer d'en faire au moins 2, comme je vous ai montré, et on ne prélève le donneur qu'une seule fois. Donc évidemment, on va congeler toute une partie du greffon, et en fonction de la perte à la décongélation, c'est extrêmement rare d'arriver à faire 3 microtransplantations avec 4 millions de cellules. Le plus souvent, on se situe entre 1 et 2 millions de cellules. D'accord. Ensuite, on va parler de la réponse au traitement.
Donc, il y a un effet évidemment, surtout à court terme, par plusieurs mécanismes que vous avez évoqués potentiels. Est-ce que l'impact au niveau de la MRD a été évalué ou pas encore? Excellente question. C'est en cours. Donc c'est en cours chez nous. Ce que je peux vous dire, c'est que les patients qu'on a greffés, qu'on a micro-greffés, alors les Chinois parlent pas du tout dans leurs études, il n'y a pas du tout d'études sur la MRD. Nous, à Nice, on a commencé une étude de MRD et ce qu'on observe, c'est que les mutations en NGS qui sont présentes avant la microtransplantation, après une cure de microtransplantation, elles sont toujours là. Donc, a priori, pour l'instant, de ce qu'on a observé, et puisqu'il y a peu de littérature, pas vraiment d'effet sur la MRD. Lors des deuxième, troisième microtransplantations, est-ce que l'effet obtenu est similaire à la première transplantation en regard du nombre de cellules injectées au prorata, ou est-ce que c'est mieux comme si c'était un rappel vaccinal, ou est-ce que c'est plus faible? Alors, c'est à nouveau une bonne question. C'est une question qu'on s'est posée. Il y a plusieurs façons de mesurer ça. L'effet reconstitution hématologique et l'effet CRS est le même qu'on soit après 2 ou 3 microtransplantations. On n'a pas encore assez de recul au niveau de la MRD pour dire est-ce que la MRD, est-ce que faire 3 microtransplantations, ça a un impact sur la MRD? Ça, je peux pas vous répondre encore, parce qu'à nouveau, les études chinoises, il n'y a rien du tout sur la MRD. Et pour ce qui est de l'étude marseillaise, pour l'instant, on n'a pas encore de données. Et nous, à Nice, j'ai pas assez de patients qui ont été testés après les 3 cures de microtransplantation pour vous répondre. Est-ce qu'il y a des équipes qui pensent déjà à associer la microtransplantation à des médicaments? Alors, c'est une question pour l'instant. Vous voulez dire, donc, l'idée, ce serait de faire la microtransplantation et après, derrière, de faire une espèce de maintenance post-microtransplantation, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc, alors, ça n'a pas été fait parce que, en fait, la microtransplantation, l'idée, c'est de continuer la chimiothérapie du patient derrière. Et donc, du coup, on n'a pas fait de maintenance. Alors, parce que l'idée de la maintenance, ce serait par exemple de faire du Vidaza ou quelque chose comme ça. Mais en fait, finalement, le patient continue son programme de chimiothérapie. Donc, on fait pas de maintenance. Et il n'y a pas eu d'étude avec une maintenance, disons une maintenance après la dernière cure de microtransplantation. La deuxième chose, c'est que le greffon est systématiquement rejeté. Donc en fait, faire une maintenance, je ne sais pas si ça a vraiment du sens, puisque de toute façon, il n'y a plus le greffon qu'on essaierait de maintenir. D'accord. Est-ce que en dehors du CRS, donc le CRS, combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'il y a d'autres toxicités qui ont été notées? CRS dure entre 48 et 72 heures. Autre toxicité notée, c'est principalement, donc la seule toxicité notée, c'est le CRS. Et dans 1% des cas, comme je vous disais, l'autre toxicité, c'est une vraie GVH qui apparaît, mais c'est rarissime. D'accord. J'ai une question qui a été posée tout de suite. C'est s'il n'y a pas d'efficacité lors d'une première microtransplantation, est-ce qu'on serait amené à reproposer une microtransplantation en changeant de donneur? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. C'est une bonne question. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que par exemple il faut monter la dose si on n'a pas de réponse à 1 million de cellules? Est-ce qu'il faut qu'on aille sur 3 millions de cellules pour la deuxième? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et enfin, dernière question, au niveau législatif, en France, est-ce que ça se passe comme une allogreffe? Est-ce que c'est un autre cadre? La réponse, alors il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est la réponse il faut inclure tous les patients qu'on peut dans des protocoles. Et donc pour l'instant, la microtransplantation, idéalement, tous les patients devraient être inclus soit dans le protocole de Saint-Étienne, soit dans le protocole marseillais. L'agence de biomédecine
en fait, est en cours de discussion avec la SFGMTC pour savoir exactement comment on va positionner la microtransplantation. À l'heure actuelle, dans les hôpitaux, c'est codé comme une allogreffe. Ça va probablement pas durer longtemps parce qu'on peut pas. Vous vous rendez bien compte que si on se met à coder 3 allogreffes par patient, au bout d'un moment, la sécurité sociale va nous flinguer. Donc, au niveau de l'agence de biomédecine, c'est en discussion avec la CFGMTC pour savoir comment est-ce qu'on va coder ce truc. Les directives qu'on a de la SFGMTC, c'est mettez tous les patients au maximum dans les essais cliniques, donc que ce soit celui de Saint-Etienne ou celui de Marseille, et inscrivez-les tous dans la banque de données Promise. Très bien. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées et c'était très très clair. Inconnu, je pense, pour une bonne partie d'entre nous. Moi, le premier avant la proposition de ce thème, et je crois qu'on ressort avec maintenant beaucoup d'idées beaucoup plus claires concernant les microtransplantations. Et donc, on vous en remercie. Merci beaucoup. Merci. Au Merci revoir. à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je me permets au nom de l'AIH déjà de vous remercier et de vous rappeler qu'il reste quelques places pour participer aux journées de l'AIH qui auront lieu du 25 au 27 septembre dans cette très belle ville de Nice que vous voyez encore en photo sur votre écran avec une superbe mer bleue, un grand soleil et un été indien à cette époque de l'année. Donc, des journées de l'AIH qui s'annoncent encore une fois passionnantes. Il reste des places, n'hésitez pas. Et on passe sur le site internet. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter désormais une excellente soirée et à vous dire à très bientôt pour un nouveau webinaire avec l'AIH. Très bonne soirée à tous.